Alors, je vais tout de suite me tourner vers Marc Maouche, qui est un des fidèles de ce forum, et lui demander la question quel rôle les grandes entreprises jouent-elles dans la transformation écologique ? Et c'est pareil, on a vu l'individu et le collectif, et là il y a une dialectique qui est importante, et l'entreprise elle est au cœur de cette dialectique. Et des gens qui me parlent de la stratégie de la responsabilité sociale de l'entreprise. Parce que dans ce vocable, en fin de compte, il y a toute la problématique. Marc ? Maintenant qu'il y a des lumières, c'est que ça ne marche pas. J'étais en train de dire bonjour à tous, je crois. Voilà. Donc effectivement, là, on abordait depuis 2 jours, enfin depuis hier, beaucoup de sujets qui tournent autour du numérique, mais ça c'est le rôle de notre forum depuis 4 ans. Je pense qu'on ne peut pas parler de numérique, de transformation de la société, de l'économie, de connectivité. Tout à l'heure on parlait de cyberdéfense, tout à l'heure on a parlé de télémédecine, sans parler de responsabilité sociale des entreprises qui sont acteurs de ces transformations. Donc elles sont acteurs à différents titres. Et il se trouve qu'en Normandie, on a pris une initiative avec une vingtaine d'autres responsables d'entreprises présentes en Normandie. On a créé un club des grandes entreprises normandes. Et on s'est donné comme sujet la responsabilité sociale des entreprises. Club qui est soutenu par la région. Et qui est partenaire du Forum Normandie Connectée. Et qui est partenaire du Forum, bien sûr. Et ce club, en fait, il s'est donné une vocation. Après, je vais revenir sur ce que fait Orange dans le cadre de nos actions de RSE. Mais ce club, il a vocation, en fait, à faire que l'ensemble des entreprises et des grands groupes de Normandie contribuent, en travaillant ensemble, à ce que ces transformations développe l'économie moderne, voilà, confirme les engagements historiques de certains d'entre nous, et puis permettent à ce que l'ensemble de nos populations aient envie de venir travailler plus en Normandie et rester, et on rejoint le bien vivre de ce matin. Donc c'est cet ensemble-là qu'on cherche à viser. Je l'ai exprimé dans une espèce de roue, parce qu'il n'y a pas d'ordre à tout ça, tout doit être ensemble. Si je reviens à Orange, Orange est une entreprise, comme vous le savez, qui a vocation à interconnecter des personnes et des biens. Donc dans le monde moderne, on parle du numérique dans tous les sens. Première des choses à avoir en tête, c'est que plus il y a de numérique, plus il y a de données. Plus il y a de données, plus il faut de l'énergie pour la transporter et le stocker. Et donc la première des responsabilités d'une entreprise comme la nôtre, c'est de faire que nous consommions par client le moins possible d'énergie. Et en particulier, on s'est donné un indicateur alors, qui est sur le CO2. Voilà. Et depuis 2006, la rémunération des 4 dirigeants et depuis l'année dernière, l'intéressement de l'ensemble des salariés est indexé en partie à l'évolution vers le bas de la consommation de CO2 par client. Parce que vous imaginez bien que plus il y a de données, plus il y a de clients, et plus, voilà, il faut bien se donner un ratio à faire bouger. Et donc on a baissé depuis 2006 de 21%, depuis à 2020, on devrait avoir baissé de 50% par rapport à 2006. Comment fait-on pour ça ? On cherche à réduire donc notre empreinte carbone à la fois par des véhicules en autopartage, donc nos flottes pour l'ensemble du personnel est en autopartage. On a même poussé le bouchon un peu plus loin, c'est qu'on permet à nos salariés d'utiliser à des fins privées le soir les véhicules qui resteraient stockés, ce qui leur évite à eux d'acheter éventuellement ou de louer un autre véhicule à côté. On augmente le nombre de réunions, non pas physiques, mais téléréunions, téléconférences, visioconférences. Donc on peut presque tous, sur notre smartphone professionnel, faire des visioconférences aujourd'hui. Et puis, il y a des endroits où on stocke les données. On a parlé de cyberdéfense tout à l'heure, ou de cyberguerre. Il y a un très grand data center en Normandie qui appartient à Orange, qui est à Val-de-Reuil. C'est dans ce data center que sont stockées une grande partie des données de cybersécurité du groupe Orange. On a 1200 personnes qui travaillent sur la cybersécurité, qui est en partenariat avec Walix, si mes informations ne sont pas fausses. Et ces données, elles sont sur ce data center. Un des objectifs de ce data center, c'est de consommer le moins d'énergie possible. Alors malgré le temps que nous avons aujourd'hui, monsieur le maire, il se trouve qu'en Normandie, on peut refroidir
nos calculateurs avec l'air ambiant, sans refroidir l'air ambiant pour 80% du temps. Ça veut dire qu'en fait, on a un taux de consommation d'énergie pour le kilowatt de données produit de 1,3, alors que pour arriver à ces seuils-là, habituellement, il faut aller en Norvège, en Finlande ou dans le Groenland. Hein, j'exagère, mais il faut aller dans un endroit très froid. Ici, c'est suffisamment régulé et suffisamment stable. En fait, il y a assez peu de pics, ni dans un sens ni dans l'autre. Ça nous permet de consommer le moins possible. Et ce qui fait qu'on est tellement content qu'on a décidé d'en faire un deuxième, juste à côté du premier, parce qu'on avait pris quelques réserves foncières, et donc on en construit un. Les travaux ont commencé, j'espère avec le président et peut-être Sophie, on inaugurera la première pierre dans quelques semaines, parce que ce data center va accueillir l'ensemble de l'évolution, donc on le double. Et puisque ce n'est pas suffisant, on a décidé d'aller à Chartres, juste à côté, pour en faire encore un autre, pour que ce soit du miroir, parce que l'accélération des données, c'est l'accélération des vitesses de transmission des données, et la sécurisation, c'est aussi la sécurisation physique, c'est-à-dire que si, par malheur, quelque chose tombait du ciel sur ce data center, il ne faudrait pas que le système se coupait. Donc on en fabrique un autre, à Chartres, qui va nous permettre, à quelques kilomètres de là, d'avoir la duplication. Donc voilà, très rapidement, parce que je sais que le temps est long, un des axes principaux d'économie d'énergie dans le sujet. Dans notre responsabilité sociale, on considère que nos clients entreprises, on est un peu responsable d'eux aussi et de leur transformation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les interconnecter sans en même temps les former à la cybersécurité, sans en même temps leur demander de respecter un certain nombre de critères pour qu'ils ne viennent pas eux-mêmes polluer par leurs actions les autres qui sont hébergés aux mêmes endroits, par exemple. Et donc on a des actions de formation, d'entraînement, de contrôle de leur système, de façon à ce que progressivement, l'ensemble des entreprises françaises soient au bon niveau. Mais ne perdons pas de vue que très peu d'entreprises sont réellement numérisées aujourd'hui. Vous avez parfois un ordinateur, et vous n'avez pas souvent, je pense à un peintre par exemple en bâtiment, vous avez peu de fonctions de l'entreprise qui sont numérisées. Voilà, vous avez des fonctions de comptabilité, éventuellement de devis, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Demain, il aura des équipements sur lui qui lui permettront de faire des contrôles de couleurs sur place, de les renvoyer auprès d'un architecte pour vérifier que ça correspond bien à ce que l'architecte voulait. Et ça, il faudra sécuriser aussi ces données et aussi faire le moins de consommation possible. Mais ça veut dire qu'il va falloir contribuer à la formation. C'est pour ça qu'Orange, dans le cadre de sa responsabilité sociale, est aussi engagé dans des systèmes de formation vers les ingénieurs, vers les apprentis en général, mais aussi vers les décrocheurs. Voilà comment une entreprise tente d'être responsable. Merci Marc. Je vais me tourner vers Denis Ducabel. Si on poursuit et si on remonte à la table ronde précédente, il y a deux sujets. L'énergie est au cœur. On est dans une société où on pense, quand on envoie un mail, tout ça, d'être dans un acte totalement écologique. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est consommateur d'énergie, les data centers. Enfin, et comme c'est pas visible, on génère une sorte d'irresponsabilité environnementale. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est nécessaire, c'est un besoin, donc il n'y a pas à le remettre en question. Donc ça, c'est un premier point sur lequel comment les réseaux travaillent pour améliorer ça, c'est-à-dire que la façon dont on va transporter l'électricité en 2019-20 a peut-être vocation à évoluer par rapport à ce qu'on faisait, ne serait-ce qu'en l'an 2000, c'est le premier point. Donc comment une entreprise est actrice de cet enjeu phénoménal, qui est également un enjeu d'indépendance et de souveraineté. Et si j'utilise le mot souveraineté, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui serait très malveillant à l'égard de notre pays, il ciblerait tous les endroits de transformation des réseaux d'énergie ou tous les aiguillages. Le pays connaîtrait une panne majeure, c'est ce qui a été évoqué dans la table ronde précédente. Donc comment vous prenez en compte cette réalité, cette nécessité d'évoluer, ces menaces, et comment, à l'échelle de l'entreprise
et à l'échelle de la formation, parce que on ne forme pas un électricien en 2019 comme on le formait il y a 20 ans. Donc comment vous accompagnez votre personnel pour qu'ils soient des acteurs de ce changement? Grande question, Denis, la parole. Bien, Max, pour la partie sécurité d'alimentation, cyberattaque, fragilité, je pense que le collègue d'RTE est mieux placé que moi pour y répondre. Mais il ne sera pas là. Alors je vais essayer d'y répondre quand même. Parce que malgré tout, je reste un salarié du groupe EDF. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les réseaux de transport d'électricité sont interconnectés aujourd'hui. Ils sont interconnectés au niveau européen. Quand vous avez des conflits dans les Balkans, ça existe encore, ça peut jouer sur la qualité de l'onde en France. On a eu un épisode il n'y a pas longtemps. Donc cette interconnexion, elle existe. Maintenant, on a des systèmes de conduite des réseaux électriques sur les grandes puissances qui alimentent notamment les data centers, qui sont très performants, sécurisés par des moyens que je ne vais pas décrire plus avant, mais enfin, avec des gens habilités dans un bunker de la région parisienne où on ne rentre pas comme ça, et voilà, avec en plus le moins d'interconnexion possible avec les réseaux classiques extérieurs. Donc ça, c'est le premier niveau. Alors, toujours sur la cybersécurité, vous savez qu'on déploie un compteur communicant actuellement, dont la vocation première, c'est d'abord de permettre aux Français de faire des économies d'énergie, puisque, comme disait si bien Jean-Claude Lenoir quand il était encore sénateur, quand on veut maigrir, il faut une balance, et quand on veut réduire sa consommation d'électricité, il faut un compteur qui nous permet de savoir, nous, consommateurs, ce que l'on consomme sur un pas de temps extrêmement court, et donc comme ça faire les bonnes économies. Donc ça, c'est le premier vecteur d'économie, c'est le fameux compteur communicant qu'on appelle le compteur Linky. Pour votre information, il y a 2 millions de compteurs qui vont être déployés en Normandie, et d'ici un mois, on aura déployé 1 million de compteurs. Et ça se passe très bien en Normandie. Ça se passe très très bien. On a même des gens aujourd'hui qui nous demandent, des gens qui ne voulaient pas du compteur Linky et qui nous demandent maintenant qu'on aille l'installer. Il y a des nouvelles offres qui apparaissent chez les fournisseurs d'électricité où on est capable de vous faire du tarif l'euro saisonnalité. Aujourd'hui, il y a un tarif jour, un tarif nuit pour tous les Français. Avec le compteur Linky, on peut vous faire une offre week-end. Donc pour que ça vous coûte moins cher, enfin bon, voilà. Et je ne parle pas, et je vois Valérie Chenel de Normandie Mobilité Électrique, et je ne parle pas de tous les avantages liés au compteur pour pouvoir recharger les véhicules électriques dans les meilleures conditions, c'est-à-dire sans avoir de problème d'alimentation électrique à la base en matière de production. Alors, il y a un fantasme autour de ce compteur, puisqu'il y a des gens qui vous disent les Américains, alors pourquoi les Américains, je ne sais pas, les Américains pourraient prendre la main sur les 35 millions de compteurs qui seront déployés pour couper, leur interdire d'avoir une alimentation électrique, et du coup, les centrales nucléaires seraient en surchauffe. Je vous invite à aller voir sur le net, il y a des gens qui écrivent ce genre de bêtises. Les centrales nucléaires seraient en surchauffe et on aurait 35 fois ou 37 fois des problématiques de type Tchernobyl. Bon. Alors je vous rassure, c'est complètement impossible. D'une part parce que la grosse majorité de ce qui est produit par les centrales, qu'elles soient classiques ou nucléaires, c'est consommé par l'industrie. C'est-à-dire que les particuliers que nous sommes représentons pas grand-chose dans la balance de la consommation électrique. Donc, beaucoup de fantasmes. Donc, du point de vue de la cybersécurité, pas de problème. Après, du point de vue des données, puisqu'on en a parlé depuis 2 jours, figurez-vous que cette semaine, j'avais une réunion dans la Manche pour un projet qui nous tient à cœur, parce qu'il renvoie à la maîtrise de l'énergie sur l'île de Chausey. Il y a 121 compteurs Linky qui sont à Chausey.
Et c'est très intéressant parce que ça permet de voir exactement comment consomment les habitants de l'île. Et si on veut mettre de l'énergie renouvelable et éventuellement la stocker, à quel moment elle doit être mise à disposition pour couvrir les besoins. Je fais simple. Et là, il se trouve qu'il y a des habitants de l'île qui refusent de communiquer leur courbe de consommation en disant « ça m'appartient ». Donc je n'ai pas à la communiquer à une collectivité qui voudrait faire un investissement pour maîtriser la demande d'énergie. Et là, vous avez une élue qui nous interpelle en disant « mais vous devez nous donner les données de vos clients ». Et bien évidemment, nous, on refuse puisque les données sont personnelles, elles appartiennent aux clients. Et il est hors de question qu'on les communique, quelle que soit la personne qui nous les demande, si ce n'est que si le client est d'accord, on n'y voit absolument pas d'inconvénient. Voilà sur la partie cybersécurité, maîtrise des données, etc. Sur la partie donc, économie d'énergie, je pense en avoir parlé, mais alors sans rentrer trop dans la technique, vous savez qu'en matière d'électricité, plus le réseau est long, plus il y a de la déperdition électrique par effet Joule. Avec notre compteur communicant, on va pouvoir mieux maîtriser cette perte d'énergie qu'on appelle la perte technique. La perte non technique, c'est le vol. C'est les gens qui vont se greffer sur les réseaux pour prendre de l'électricité, souvent au détriment de leurs voisins déjà. Là, en l'occurrence... on connaît ça ici à Trouville. Du reste, le maire intervient sur Enqueville pour essayer de réduire ces nuisances. Mais bon, voilà. Et donc là, on a une expérimentation à venir avec le syndicat des énergies du Calvados. On est en train de la mettre au point avec le SDEC 14, justement, pour voir comment, à partir des données Linky, on peut, lors de la construction de nos réseaux, réduire les pertes techniques. Les pertes techniques, c'est pas neutre. C'est une grosse part de la consommation, de la production électrique qui part dans les réseaux, quoi, pour simplifier. Quel pourcent ? Alors le vol, c'est 10%. C'est pas neutre non plus. Et les pertes techniques, c'est un petit peu plus. Mais c'est de cet ordre-là, quoi. Donc c'est quand même des gros enjeux. C'est des gros enjeux. Alors du coup, transition avec la formation. Bien évidemment, les métiers d'hier changent. D'une part, toujours avec le compteur communicant, on parlait de responsabilité sociale et environnementale. Actuellement, la direction régionale d'Enedis en Normandie, c'est 1750 agents, je fais simple, sur 37 sites. On fait quand même 48 millions de kilomètres par an. 48 millions de kilomètres. Avec le compteur communicant, on n'a plus besoin de se déplacer. On fait beaucoup d'opérations à distance. Et donc en clair, vous avez un compteur communicant, vous voulez une augmentation de puissance, on vous l'a fait la veille pour le lendemain, et on n'enverra pas un technicien, on est capable de le faire à distance, puisqu'aujourd'hui, on réussit 95% de nos interventions. Donc on pense réduire à travers ça une bonne partie des kilomètres que l'on fait. En plus, on est en train de renforcer notre flotte de véhicules électriques. Et donc là, de fait, on va avoir une empreinte carbone qui sera considérablement réduite. Mais pour revenir à la formation, effectivement, nos métiers changent. Et de plus en plus, avant on avait plutôt des monteurs électriciens, et aujourd'hui on a de plus en plus d'informaticiens qui rentrent dans l'entreprise, beaucoup de spécialistes des télécoms d'ailleurs. Parce que les métiers changent. Et là, on travaille du coup avec, je vois Pascal Cotentin au fond de la salle, on travaille bien avec le rectorat depuis longtemps pour entretenir une filière énergie, pas d'ailleurs uniquement électrique, mais pour former de jeunes techniciens aux nouvelles technologies autour de la distribution de l'électricité. J'en profite aussi pour rappeler qu'on veille à la féminisation de nos métiers, parce que c'est important, on n'a pas assez de femmes. Aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche une femme de venir travailler sur un réseau électrique. Il y a 40 ans, j'aurais peut-être pas dit la même chose, mais franchement, aujourd'hui, c'est tout à fait faisable, et on veille à la féminisation,
Puis enfin, dernier point, on va aussi chercher des jeunes éloignés de l'emploi. Alors, ce matin, on en parlait avec Unicité, où effectivement, on est un acteur assez actif. On utilise bien, et ils nous le rendent bien d'ailleurs, les gens d'Unicité, parce que ça se passe plutôt bien pour insérer des gens, des jeunes, mais pas seulement, les personnes éloignées de l'emploi, et parfois dans nos entreprises. Dans un premier temps, on peut leur confier des missions, puis comme toujours pareil, on détecte des potentiels, on les embauche, etc. Merci Denis. Un point qui est important dans ce combat pour l'avenir, c'est la maîtrise de la consommation. Effectivement, d'avoir des compteurs fins qui permettent à chacun individuellement de se positionner pour faire d'abord ses propres économies d'énergie, donc de dépenses, en comprenant bien que si chacun est dans cet état d'esprit de faire ses économies, c'est le pays qui est dans une démarche d'économie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement vertueux, et c'est vraiment une nécessité historique de se doter de ces outils qui seront de plus en plus fins. Alors, c'est vrai que ça a été évoqué, un peu la paranoïa autour des données. S'il doit y avoir une paranoïa autour des données, et après l'échange qu'on a eu sur la cyberguerre avec nos amis, c'est là, c'est les GAFA. C'est-à-dire que là, on est tous fichés dans nos déplacements, dans nos fréquentations, dans nos activités, et que la maîtrise de toutes ces données, elle est au sein de grands groupes américains. Il y a des nouveaux entrants, vous avez suivi l'actualité, le groupe Huawei, c'est des Chinois. Et quand on voit le mauvais comportement des Américains, qui sont la plus grande démocratie au monde, on peut avoir de légitimes appréhensions du comportement des Chinois, qui est le plus grand régime totalitaire au monde. Donc c'est pour ça que c'est important de se doter à tous les échelons d'armes qui nous permettent d'être maîtres de notre destin. Le Crédit Agricole est une entreprise très implantée dans les territoires, en Normandie, dans le Calvados, les pays d'Auge. Cette responsabilité sociale et environnementale, ça impacte une entreprise comme le Crédit Agricole où rien n'a changé? Non, naturellement, bonjour à tous, ça l'impacte au même titre que ce qu'on vient d'évoquer. D'abord parce qu'on est une entreprise du territoire, donc on a une responsabilité sociétale et écologique. Alors on a opéré un certain nombre de transformations. Alors, on a des véhicules électriques, on a même des ruches sur notre site à Caen avec des abeilles qui nous produisent du miel, donc tout va bien. Mais c'est surtout qu'on s'est servi de cette expérience et en fait de cette transformation pour également accompagner nos clients sur la prise de conscience qui était nécessaire pour accompagner également leur propre transformation. Donc on a deux façons de pratiquer notre métier. On se dit on est banquier, on prête, et puis avec un peu de chance, nos clients vont nous rembourser et on attend de voir comment ça va se passer. Ou on est un partenaire qui accompagne, et pour accompagner nos clients, surtout entreprises, on a travaillé sur une façon d'apporter une aide dans le cadre d'un financement au travers de critères qui intègrent complètement cette dimension sociale et environnementale, en tout cas de responsabilité pour les entreprises. Donc concrètement, avant on se contentait de regarder un bilan, des comptes de résultats, et de voir si on avait la possibilité de financer les projets tout simplement qui étaient proposés par nos clients. Aujourd'hui, bien sûr, on continue à s'appuyer sur des données financières, mais elles ne suffisent pas. On regarde avec un certain nombre de critères dans nos grilles d'analyse, finalement, le comportement social et sociétal de l'entreprise, ses gestes vis-à-vis de l'écologie par rapport à sa politique d'achat, de fournisseurs, d'empreinte carbone qu'elle laisse sur son territoire, et puis également de gouvernance, parce que c'est aussi
au travers de ces 3 piliers qu'on s'est aperçu que finalement, travailler sur cette dimension-là, développer la qualité de l'entreprise, donc c'était une meilleure contrepartie pour nous, c'est un fait, mais aussi ça permettait de pérenniser les projets de nos clients. Une entreprise comme FH, donc on voit des typologies d'entreprises très différentes. Donc un trait commun, comme le faisait marquer Marc Maouche, c'est qu'ils sont tous des acteurs qui reviennent au Forum Normandie Connectée, qui est un marqueur social et environnemental fort, donc, et de proximité. Merci Denis. Donc, Eiffage, une entreprise comme ça, dont le rapport à l'environnement, il y a dû avoir une mutation difficile quand même, non ? Non, parce que d'une part, Eiffage, c'est un grand groupe du BTP, mais on est quand même des acteurs locaux. La transformation écologique, elle doit passer en interne, et notamment via l'humain. On est un groupe de plus de 60 000 hommes et femmes. Et un point qui est important, c'est 80% de ces personnes sont actionnaires salariés du groupe à hauteur de 20%. Donc déjà, c'est la transformation écologique, quand vous l'inculquez en interne, elle est déjà plus simple parce que les gens se rendent compte aussi qu'ils ont un rôle majeur à jouer pour leur bien-être, mais aussi le bien-être de l'environnement. On est tous un peu sur les mêmes développements, voitures électriques, diminuer les distances, les parcours, c'est un fait. Ensuite, on produit des gaz à effet de serre, on va pas se cacher. On fait des routes notamment. Les routes, elles sont faites comment ? Elles sont faites à partir de bitume, issu du pétrole. Aujourd'hui, il faut changer un peu tout ça. On est en capacité de le faire, mais il faut aussi que les donneurs d'ordre nous donnent l'autorisation de le faire. J'ai pas plus tard que la semaine dernière fait une piste cyclable à base de liant biosourcé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir, considérer que les ressources, elles sont celles que vous avez en bas de cet immeuble. La route existante, se considérer que le gisement, il est là. Il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Il faut plutôt le régénérer, trouver des solutions. Et là, ça sera vraiment, on va dire, une transition écologique qui sera d'une part décarbonée, parce que c'est une obligation pour nous déjà, mais aussi pour l'avenir de nos enfants, mais aussi qu'elle soit pérenne. On se doit de trouver des solutions. Chez Eiffage, on est parti d'un constat simple. Regardez comment sont éclairées nos rues, nos routes. Beaucoup trop. Pour quels usages ? Donc on a mis en place des techniques très simples qui permettent de venir diminuer l'intensité lumineuse et de l'utiliser juste au bon passage de la personne, du cycliste. Donc voilà, c'est des gains énergétiques et on se doit aujourd'hui d'avoir dans notre philosophie de démarche, de solution, en premier lieu une solution décarbonée et qui soit pérenne dans le temps pour ne pas se dire dans quelques années qu'est-ce qu'on a fait. Le temps nous étant compté, je vais conclure en donnant la parole à Marc Maouche, donc, qui est à l'initiative de ce club. Donc je pense que tout le monde va être heureux que Marc prenne la parole. Et résume, Marc, quels sont les points communs de cette responsabilité sociale et environnementale que tu relèves dans 4 entreprises, 4 typologies, 4 entreprises très implantées dans le Calvados, en Normandie, sur des métiers qui sont différents, qui ont à voir à un moment les uns avec les autres. Mais ces acteurs de l'économie importants, comment tu résumerais ? Alors, je pense que on a tous en commun quelque chose, c'est que quand on est dirigeant d'une entreprise, on veut que l'entreprise aille bien. Voilà. Pour que l'entreprise aille bien, généralement, il faut que nos salariés aillent bien. Voilà. Et ce qui est idéal, c'est quand nos clients et nos salariés vont bien en même temps. Voilà. Et donc je pense que l'amélioration de la valeur de nos entreprises dépend beaucoup du mieux vivre de nos salariés, du mieux-être de nos clients. Et entre autres, c'est à la fois dans nos services, produits et services dans lesquels on arrive à accompagner, être un peu plus près de chacun d'entre eux et non pas les prendre comme des groupes, mais chacun comme des personnes. Ça nous permet d'améliorer les choses à la fois pour nos salariés et à la fois pour nos clients. Et puis l'ensemble, ça fait un écosystème plus agréable à vivre, plus positif. Et normalement, ça rend attractif cette fameuse zone où toutes les choses vont bien.
Donc moi je pense qu'on peut améliorer l'économie de nos entreprises par la valeur donnée au mieux travail, mieux-être de nos clients, et puis que tout ça, ça contribue au bien-être global qu'on a déjà de façon naturelle en Normandie, mais qu'on peut encore grandir. Merci, merci donc Denis Ligabel, Marc Maouche, Christophe Sirodo et Daniel Jaworski. Je pense que c'était important d'être sur cette dynamique de l'entreprise. Et je vais appeler le général Denis Mercier pour la conférence de clôture.